Bon courage. Eh bien, du courage, il va m'en falloir. Tout d'abord, je vous souhaitais remercier Croissance Plus pour son invitation à intervenir aujourd'hui, les remercier pour la qualité de l'organisation, parce que c'est assez exceptionnel à voir et c'est fortement appréciable. Et surtout, je viens en effet aujourd'hui vous parler de réindustrialisation et pas de désindustrialisation, parce que mon espoir, et j'espère l'espoir de pas mal d'autres personnes dans cette salle, c'est de réindustrialiser la France et d'essayer de voir comment on peut faire. Alors, ça ne sera pas un programme politique, puisque je ne fais pas de politique, je ne suis qu'une humble géographe. Ça n'apportera pas forcément toutes les réponses au débat, mais au moins ça aura le mérite d'essayer de poser quelques questions auxquelles, collectivement, on pourra sûrement répondre dans l'avenir. La pandémie, elle a été une prise de conscience extrêmement violente de la dépendance de la France, à la fois sur le plan productif, on l'a vu avec les ruptures d'approvisionnement, et puis on continue à le voir avec la guerre en Ukraine et en Russie, mais aussi une dépendance sur le plan numérique, puisque tous les outils que nous avons utilisés pour télétravailler pendant le confinement étaient des outils américains, que ce soit Teams, Zoom, etc. Et quand on parle de réindustrialiser avec l'industrie 4.0, eh bien on a quand même un petit sujet de tech, et on apprécierait d'avoir aussi des solutions françaises et européennes pour des questions de souveraineté. Ça a été des images très fortes qui ont pu choquer. Moi, je me souviens des médecins en surblouse sac poubelle, parce qu'on n'était pas capable de les fournir. Je me suis dit, mais vraiment, on est en état, en voie de clochardisation. Qu'est-ce que c'est que ça? On s'est étonné, la France, le pays du TGV, du nucléaire, de l'Airbus ou encore d'Ariane, comment nous avons pu en arriver à cette situation? Comment la France, pays où finalement la seule figure tutélaire des politiques est le général de Gaulle, a-t-elle pu arriver dans cette situation de désindustrialisation? On faisait une petite compétition sur le niveau des industrialisations avec le Royaume-Uni. Dieu merci, ils sont sortis de l'Union européenne, donc on peut être les bons derniers de la classe. Et je ne parle même pas de la balance commerciale qui est largement la plus déficitaire de l'Union européenne. Je ne dis même pas de la zone euro, de l'Union européenne. Avec la crise, on a vu les limites d'un schéma où la production est confiée à des pays tiers, toujours plus loin, toujours moins cher, pour satisfaire des besoins de consommation de masse, où finalement on se rend compte qu'aujourd'hui, tout cela n'a pas beaucoup de sens. Et puis, ça a été la prise de conscience qu'on devait en finir aussi avec notre irresponsabilité environnementale. Depuis, chaque politique y va avec son appel à la réindustrialisation. Il n'y a pas un candidat qui ne dit pas le mot industrie. Malheureusement, et je suis bien triste de le dire, je crois que ces candidats ne savent pas ce qu'est l'industrie. Ils ne savent pas ce qu'est une usine. Ils ne connaissent pas les réalités industrielles, que ce soit les contraintes de la production, que ce soit les contraintes de marché, que ce soit la concurrence mondiale. Alors c'est facile d'appeler à la réindustrialisation sans s'engager sur un poids de l'industrie dans le PIB, sans tracer un cap et sans donner les moyens, ou en tout cas sans résoudre les problèmes structurels qui ont conduit à la désindustrialisation. L'industrie, c'est la beauté de la transformation de la matière. Je ne vais pas vous parler de magie, ça serait bien malvenu. L'industrie, c'est des usines, loin des représentations de Chaplin ou de Germinal, mais c'est aussi des postes fatigants, douloureux, travail posté, complexe et des usines qui ne sont pas modernes. À l'heure où tout le monde parle d'industrie du futur ou d'industrie 4.0, on sait aussi que des industriels n'ont même pas intégré les principes du lean management. Et on ne doit pas mythifier l'industrie si on veut espérer une réindustrialisation durable. L'industrie, c'est aussi la coopération, l'entraide, l'envie d'innover et de créer ensemble, mais également des rapports de force au sein des entreprises, mais aussi souvent en dehors, à l'étranger ou en France avec ses concurrents et au sein des filières industrielles. Tout le monde parle des filières. Combien de personnes s'intéressent à la relation complexe entre donneurs d'ordre et sous-traitants qui ont participé à la désindustrialisation? Combien de personnes s'étonnent, ne s'étonnent pas, que beaucoup d'acteurs aujourd'hui ne respectent pas encore les principes de la loi LME et ne respectent pas les délais de paiement. Quand vous êtes en Allemagne, vous êtes payé à 30 jours. Quand vous êtes payé en France, vous êtes payé à 60, 90, voire plus. Ça a un impact sur la trésorerie. Combien s'étonnent des pénalités de retard abusif, des conditions contractuelles imposées? Si on veut réindustrialiser, on doit aussi se questionner sur les rapports de force qui existent au sein des filières, sur comment on peut reconstruire des écosystèmes, sur comment les grands peuvent aider les petits à se développer, comment ils peuvent leur donner de la visibilité sur les carnets de commandes et les aider à s'engager dans cette réindustrialisation. Alors l'industrie, la réindustrialisation en tout cas, c'est une chose bien plus complexe que de simples injonctions. Ça sera long, ça sera complexe, mais surtout ça sera coûteux. Pourquoi coûteux? Parce que, avec la désindustrialisation, nous avons sous-investi dans nos outils productifs,
qui est vieillissant dans beaucoup de cas et qui peine à répondre à la demande. On a sous-investi dans les compétences, mais surtout on a sous-investi dans l'innovation et la France souffre d'un retard technologique. À l'heure où tout le monde dit réindustrialiser, c'est miser sur les produits à haute valeur ajoutée, j'ai envie de vous dire, mais c'est la feuille de route de toutes les nations industrielles. Quel pays dans le monde a envie de rester un pays produisant du bas de gamme, j'ai même envie de vous dire de manière un peu vulgaire, de la merde, que le reste du monde est censé acheter? Personne, ni la Chine, ni la Corée du Sud, ni le Japon, ni l'Allemagne, tout le monde a une feuille de route industrielle ambitieuse. Et donc dire on va miser sur les produits à haute valeur ajoutée, ça ne veut rien dire. Et ce n'est pas ça qui fera une réindustrialisation durable. En tout cas, pas seulement ça. Et l'ambition d'un pays comme la France, au regard de son passé industriel, ne peut pas être uniquement d'accueillir des usines tournevis sur notre territoire. Si nous n'avons pas l'ambition très forte de reconstruire ces écosystèmes, de nous approvisionner sur le territoire français ou européen, alors nous resterons dépendants des autres nations et nous ne regagnerons pas la souveraineté auquel chacun appelle. Par ailleurs, je crois que la compréhension de la désindustrialisation, elle n'est pas totale. On limite beaucoup le débat à des facteurs macroéconomiques, coût du travail, fiscalité, etc. Moi, j'ai tendance à dire, si on n'a rien fait pour la fiscalité ou les impôts de production en France, c'est tout simplement parce que nous n'avions plus envie d'avoir des usines sur notre territoire. Si, comme l'Allemagne, nous avions voulu maintenir une activité industrielle haute, alors nous aurions adopté une stratégie industrielle différente. Je crois qu'on a été un pays, mais aussi des entreprises et des élites qui se sont dit, en tout cas qui se sont rêvés en disant qu'on pouvait créer de la valeur dans tous les territoires sans usine. Et je soupçonne même que ces mêmes personnes qui, pour certains, appellent aujourd'hui à la réindustrialisation, pensent qu'on peut faire l'industrie sans hommes. Et c'est une erreur. Alors je vais arriver sur un propos peut-être un peu plus polémique, en disant, moi je ne crois pas uniquement à la réduction des charges, à la baisse des impôts de production, qui ne sont pas payés que par les usines, il faut le préciser au passage. C'est devenu tellement courant dans le discours, on a commencé ça il y a bien longtemps, et ça n'a pas permis d'enrayer la désindustrialisation. Dès les années 90, on fait les premiers abaissements de charges, et la France continue à se désindustrialiser. Le courage, c'est ne pas de faire des promesses où on donne d'une main et on reprend de l'autre, sans prendre en compte la complexité de notre système avec ses aides et les services offerts par la France. Je crois que le courage, c'est aussi d'aller vers une grande réforme fiscale qui va simplifier et rendre surtout l'impôt plus juste. Parce que toutes les entreprises, aujourd'hui, quand vous êtes une PME, vous n'avez pas exactement le même taux d'imposition et vous n'avez pas les mêmes mécanismes d'évitement fiscal que quand vous êtes une grande entreprise. Il faut par ailleurs une fiscalité qui soit lisible, compréhensible de tous et surtout adaptée aux enjeux de ce siècle, c'est-à-dire la lutte contre le réchauffement climatique en premier lieu. La réindustrialisation, c'est aussi retrouver un équilibre entre ce qu'on appelle l'offre et la demande. Il n'y aura pas de réindustrialisation sans une demande pour les produits français. Alors pour la demande pour les produits français, c'est aussi ce qu'on a à offrir aux gens. Et il y a 4 leviers dans cette demande. Il y a la commande publique. Aujourd'hui, la commande publique française ne joue pas assez le jeu des entreprises des territoires. Il y a un vrai levier pour envisager cette réindustrialisation. Et puis, il y a aussi un devoir d'exemplarité de la commande publique, c'est-à-dire montrer l'exemple en payant bien ses fournisseurs à temps, en tenant ses engagements. Mais on peut montrer l'exemple. Les masques l'illustrent bien. Très rapidement, on s'est étonné parce que la dernière usine de masques française est fermée. Elle a tout simplement fermé faute de commande publique. Tout le monde a dit « refaisons des masques en France ». Tout le monde s'est mis à refaire des masques en France. L'État français s'approvisionne principalement en Asie pour ces masques, ce qui montre bien les injonctions contradictoires du discours politique par rapport aux politiques industrielles. Il y a le B2B, je le disais, c'est le rapport entre les fournisseurs et les donneurs d'ordre, mais c'est aussi comment est-ce qu'on améliore la connaissance de notre tissu industriel. On dit qu'il y a plein de choses qu'on ne sait plus faire en France. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. On a plein de TPE et de PME qui savent faire des choses en France. Elles ne sont pas connues du grand public et elles ne sont même parfois pas connues de leurs pairs parce qu'elles sont concentrées sur le quotidien et pas à faire la tournée des plateaux télé. On a les... Merci. On a le B2C, c'est le rôle des consommateurs. Comment chacun arrive à augmenter petit à petit sa part d'achat en France. Alors je sais que beaucoup de gens répondent le pouvoir d'achat. Oui, il y a le pouvoir d'achat, c'est une réalité. Mais il y a aussi un certain nombre de produits qui viennent de l'étranger et qu'on peut acheter au même prix que des produits faits en France. Donc il y a aussi un effort d'essayer d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir la demande en interne et soutenir nos industries nationales. Et enfin, il y a l'export, c'est-à-dire comment la France
redevient une grande nation exportatrice, comment on fait en sorte que les acteurs étrangers aient envie de venir s'approvisionner en France. Et on a bien vu avec l'affaire des sous-marins qu'il y avait un petit déficit d'intelligence et de diplomatie économique en France, et que trop souvent, par rapport à nos premiers concurrents, que sont l'Allemagne et l'Italie, nous n'arrivons pas à faire penser à la France. C'est bien entendu des réflexions sur la compétitivité coût, mais aussi la compétitivité hors coût. Quels sont les leviers pour se différencier par rapport aux concurrents? Ça peut être, et c'est là que toutes les technologies, les briques technologiques de l'industrie du futur peuvent aussi apporter des réponses sur une capacité à répondre plus vite, sur une meilleure gestion de ses stocks et bien d'autres choses. Enfin, la réindustrialisation, c'est un levier pour réduire notre empreinte carbone, mais pas seulement. Pas seulement parce qu'on ne peut pas limiter la lutte contre le réchauffement climatique au sujet carbone. C'est un sujet bien plus large si on veut qu'en 2050, la planète reste habitable. Nous avons des problèmes de biodiversité, de préservation de la biodiversité, nous avons un problème d'acidification des océans, de pollution microplastique. Et quand tout le monde dit « sortons de l'énergie fossile », sur des questions d'énergie, on l'entend. Ce qu'on oublie de dire, c'est à quel point ces énergies fossiles, par les produits dérivés, sont présentes dans notre quotidien. 70% des matières textiles sont issues de produits pétrosourcés, de matières pétrosourcées. Donc c'est un choix, une réflexion sur les matières, en intégrant aussi les défis à venir, c'est-à-dire que les matières qu'on va utiliser, eh bien, si on replante, si on s'approvisionne par exemple en lin, en chanvre sur le territoire national, il faut aussi penser à l'affaiblissement des ressources hydriques dans les années à venir. C'est des réflexions sur l'éco-conception, sur le fait d'avoir des produits qui vont être demain réparables, comme le fait Seb, réemployables ou au moins recyclables. Trop de produits aujourd'hui sont destinés à la casse. C'est aussi un levier à travers ça de réduire nos consommations en termes de matières premières, d'utiliser mieux les choses, de les recycler au lieu de les jeter, et donc ça sous-entend de créer ces filières de recyclage. C'est des réflexions autour de l'émergence d'une sortie de logique d'une économie circulaire d'une économie linéaire vers une économie circulaire. Comment on crée de la circularité? Et là, on en revient au sujet d'écosystème. Si vous avez des usines qui s'approvisionnent avec des composants venant du monde entier, vous avez du mal à penser ces schémas de circularité. On a des nouveaux modèles économiques qui vont émerger de ça, autour de ça, avec les services associés, l'économie de la fonctionnalité. Mais il ne faut pas oublier qu'on a besoin de penser ce temps long. Parce que les transformations qu'on va connaître en raison de cette lutte contre le réchauffement climatique, ces grandes mutations, elles vont avoir aussi des conséquences sociales lourdes. Et moi, je ne crois pas les gens qui disent « c'est pas très compliqué, ça va se rééquilibrer, on va détruire dans un secteur, on va créer dans l'autre ». Non, il y a des phénomènes de concentration géographique, il y a des choix de carrière, il y a un certain nombre de choses qui font qu'on a besoin d'anticiper et d'accompagner ces mutations. Je donne un exemple, c'est l'exemple des fonderies. Alors, il y a d'autres réponses qui pourraient être apportées aux fonderies que ce qu'on fait aujourd'hui, notamment des repositionnements dans des secteurs émergents. Et donc là, ça nous demande de réfléchir. On s'approvisionne, par exemple, dans la filière du vélo. Presque tous les composants viennent de l'étranger. On a des compétences collectives dans ces sites industriels. Comment pourrions-nous les réutiliser demain pour produire des pièces à destination des filières émergentes, que ce soit dans la mobilité douce ou les transports collectifs? Et ça demande un effort d'ingénierie, mais aussi d'être capable, pour les entreprises, de sortir de leur secteur classique et pour les acteurs publics de désiloter leur action. Malheureusement, l'administration française, vous avez d'un côté la politique environnementale, de l'autre la politique industrielle, deux politiques qui ne se parlent pas. Et quand vous êtes dans les administrations, vous avez encore des comportements trop silotés, des services qui ne savent pas se parler, si bien que le service de l'innovation ne parle pas forcément au service des restructurations. Et pourtant, on a besoin de préserver ces compétences collectives pour réindustrialiser. Je le disais, réindustrialiser, c'est vraiment renouer avec notre responsabilité environnementale. C'est mieux gérer nos déchets sur le territoire et ne plus les envoyer à l'autre bout du monde. Il y a plusieurs solutions. Il y a soit on les réduit, c'est les efforts de sobriété, c'est l'optimisation des consommations et de l'usage des matières premières, soit on développe des technologies sur notre territoire pour ne plus les enfouir comme nous le faisons trop souvent. C'est aussi poser des questions qui fâchent sur les approvisionnements en matières premières critiques. Trop souvent, pour notre confort et notre volonté de consommer librement, finalement on se dit « mais je veux ce téléphone, dans ce téléphone j'ai plein de matières premières critiques, et j'accepte qu'elles soient extraites dans des conditions environnementales
et sociale totalement désastreuse. Mais par mon acte de consommation, je refuse de voir l'impact de mes choix. Et donc réindustrialiser va nous obliger à poser des questions fâcheuses comme comment on s'approvisionne. Est-ce qu'à un moment, on réouvre ces sources d'approvisionnement sur le territoire national? Je n'ai pas la réponse, mais c'est un débat qui doit être ouvert et c'est ces questions-là qui se méritent d'être posées dans la réindustrialisation. C'est toutes ces questions, parce qu'elles sont complexes, elles sont douloureuses, elles remettent en cause des choses qu'on pensait acquises. Elles vont nous obliger à re-régionaliser nos chaînes d'approvisionnement et de production. Elles vont nous obliger à revoir nos modes de consommation, de production et de distribution. Et nous sommes dans une période où c'est très compliqué de se projeter, parce qu'il y a l'angoisse finalement du quotidien, il y a la gestion des flux de trésorerie, la gestion d'achats sans connaître les prix et des produits qu'on vend aux clients sans connaître le prix de nos matières premières, avec des risques de rupture d'approvisionnement et ne pas pouvoir délivrer à temps. Il y a une concurrence accrue entre les nations et tout ce temps nous pousse à penser ce temps très court, cette gestion quotidienne, alors qu'on a plus que jamais besoin de penser le temps long. Et certains diront peut-être dans la salle que je me fais la voix d'une génération impatiente ou naïve. Et moi, je crois que c'est plutôt celle d'une génération qui a envie de tendre les bras aux autres générations, qui vit avec le réchauffement climatique, qui ne pourra pas dire qu'elle ne savait pas, que si nous n'agissons pas pour notre industrie et pour d'autres choses, nous n'aurons pas dans 20 ans la possibilité de dire « mais nous ne savions pas ». Nous savons, et donc nous devons œuvrer pour rendre ce monde plus vivable. C'est une génération qui voit la guerre revenir en Europe, continent dit de la douceur. Finalement, nous vivons la fin d'une grande parenthèse entamée depuis 1945. Alors, on a la volonté de bousculer les choses en profondeur, et l'impatience, j'ai envie de dire, c'est quand on n'a plus les moyens de l'insouciance. C'est réinventer des imaginaires et des rêves pour relever ces grands défis collectifs qui nous font face. Alors, dans la réindustrialisation, on a les solutions techniques, dont on peut parler assez facilement, mais c'est aussi recréer ces grands imaginaires collectifs qui vont nous mettre en mouvement, qui vont nous donner envie de se dire « nous sommes différents, nous avons des aspirations différentes, mais on a envie de construire quelque chose en commun ». C'est la croyance, et je sais qu'en mars 2020, tout le monde disait « ça y est, il se passe quelque chose avec la pandémie ». En mai, tout le monde, à la réouverture, tout le monde était dans les centres de les grandes périphéries, les centres commerciaux pour reconsommer normalement. Mais je crois qu'il y a une réalité, c'est que le monde qu'on a tous connu est mort. Et nous n'arrivons pas encore à faire émerger un nouveau monde, tout simplement parce que cela nous demande de sauter dans l'inconnu, de penser le temps long, et que ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on ne connaît pas les conséquences des choix à venir. C'est casser les silos, comme je vous le disais, c'est aller vers des acteurs qui ne sont pas nos acteurs ou nos interlocuteurs naturels. Et je crois qu'à ce titre, des lieux comme Croissance Plus participent à la création de ce dialogue, parce que vous venez tous de secteurs différents, et pourquoi pas demain, les acteurs industriels travaillant avec les acteurs des services, créant de nouvelles histoires communes, cassant ces schémas de filière et allant vers des solutions innovantes et qui nous transcendent. Alors je ne veux pas finir sur une conclusion qui va peut-être être un peu politique. Je sais qu'on est dans une heure où certains soufflent sur les cendres de la braise, soufflent sur les braises de la division et de la discorde. Et moi, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, prenons acte. Rêvons, imaginons et créons ensemble de nouveaux possibles, l'industrie de demain. Il va falloir qu'on ait la force, tous les matins, de se lever pas pour gérer uniquement notre quotidien, mais pour œuvrer à des projets qui nous dépassent. Il faut qu'on accepte la complexité de ce monde, mais aussi la nuance, et qu'on ne cède pas à la facilité, parce qu'on a l'occasion unique de reconstruire un projet de société dont l'industrie et la réindustrialisation est un pilier pour la France, mais surtout pour les générations futures. Je vous remercie pour votre attention. Un, deux, ça marche. Merci pour cette intervention exceptionnelle. Est-ce qu'on a des questions de la salle? Forcément. Non, le premier, non. Premier, Laurent. Deuxième, Eric, bien sûr. Laurent. Madame la ministre. Régie, est-ce qu'on peut avoir le son, s'il vous plaît? Moi, j'ai pas de questions, mais d'abord, je voulais vous dire que c'est une grande joie de voir quelqu'un de votre génération de se saisir de ce genre de sujet. Et je voulais juste vous dire
que notre association a été la première association professionnelle qui s'est saisie des questions de souveraineté. Maintenant, c'est sur toutes les bouches. Et nous sommes intéressés à la souveraineté industrielle, à la souveraineté digitale et à la souveraineté militaire. Donc je ne peux que vous inciter à vous rapprocher de notre groupe pour qu'on puisse faire des propositions concrètes pour atteindre cet objectif. Donc merci pour vos paroles. Marche. Bonjour. Alors moi je suis plus âgé que vous et j'ai vu en 30 ou 35 ans l'évolution du tissu industriel français et je veux partager la vision que j'ai observée. La France a fait le choix d'une élite et elle a fait ça aussi pour ses groupes. Et tous ces grands groupes qui aujourd'hui sont très puissants, je pense que ce sont les premiers responsables de la dévitalisation du tissu industriel français. Comme vous l'évoquiez en début de votre speech, on a besoin d'un écosystème. Et je pense que la solution qui me saute aux yeux, moi, c'est qu'à un moment, ces grands groupes ils doivent prendre leurs responsabilités. Nous, on n'a pas les leviers économiques suffisamment puissants avec nos petites structures pour réindustrier des régions. Aujourd'hui, ces groupes l'ont. Ils ont fait un choix alors, pour privilégier des prix de consommateurs bas, donc il y a une responsabilité qu'on porte tous. Mais aujourd'hui, je pense que le principal levier aujourd'hui qu'on a tous, c'est de demander à ces groupes de prendre leurs responsabilités, de commencer à s'inscrire dans la dynamique que vous proposez. Et nous, bien sûr, on accompagnera ça. Et je pense que ça peut être assez rapide. Voilà. Est-ce que ça marche? Je peux répondre que pour dire que je suis... pour vous remercier de vos compliments, et pour dire que je suis absolument d'accord. On le dit pas assez, cette responsabilité, on n'en parle pas. Les mécanismes de délocalisation et le comportement totalement différents en Allemagne et en Italie, alors avec des structures industrielles aussi différentes, PME plutôt un tissu, Italie plutôt un tissu de PME, chacune spécialisée à différentes étapes de la chaîne de valeur, et en Allemagne plutôt des ETI, mais aussi des grands acteurs qui sont beaucoup plus respectueux de leur tissu industriel. Et ça, je pense que si on n'arrive pas à aller chercher les grands groupes, il y a à la fois la structure de leur capital, qui fait qu'aujourd'hui on a des grands groupes très internationalisés et que finalement le territoire France, quand vous avez un PDG ou des membres du COMEX qui finalement sont français, quel intérêt pour eux de privilégier plus le tissu français qu'un autre, puisque finalement il y a une déterritorialisation, une dénationalisation d'une certaine manière. Et l'autre chose, c'est qu'on a perdu la culture industrielle aussi au sein des élites administratives. Donc c'est difficile pour ces gens aujourd'hui de penser des schémas où on va dire comment est-ce qu'au lieu de mettre X milliards sur la table au titre de plan de relance, de France 2030, etc., comment on recrée ces mécanismes de coopération et comment on repart finalement du bas, du tissu industriel existant pour recréer des choses, et on essaye de faire un partenariat avec les grands groupes qui, à mon avis, ont aussi besoin de l'État français dans l'avenir au regard de l'instabilité géopolitique. Mais pour ça, il faut une vision et pour ça, il faut une volonté. Et malheureusement, si on n'a déjà pas la volonté de faire respecter la loi LME, ça me semble compliqué d'avoir une volonté de faire coopérer des gens ensemble. Oui, bonjour. Moi aussi, je suis une génération plus ancienne et j'ai vu cette détérioration. Je l'ai vu une grande accélération de cette détérioration liée à l'ISF, qui empêchait les dirigeants qui n'étaient pas assujettis à cet impôt de transmettre à leurs enfants, qui eux auraient été assujettis. Et donc, d'où la recherche d'une transmission à des entreprises étrangères qui ensuite reprenaient la marque, reprend les clients et va faire produire à l'étranger. Donc je pense que la question de fiscalité de tout à l'heure qui a été évoquée hier, je pense qu'elle revient d'actualité. Ouais, si vous avez des questions qui se terminent par un point d'interrogation, les trois interventions étaient très bien, mais... Oui, j'en ai une. Elle répond après, je pense. Ouais, j'ai compris. J'en ai une. C'était brillantissime. Merci beaucoup. Ce matin, j'ai pu parler d'empreinte carbone avec Sophie. Et à une question qui a été posée, j'ai défendu l'idée que, à l'image du fait qu'il y avait une Silicon Valley un jour qui a existé et qui a changé beaucoup de choses dans la façon dont les entreprises se sont construites, je pense que nous avons en France les ferments d'une Carbone Valley, avec un écosystème de start-up, d'ingénieurs, de chercheurs, d'associations qui ont un niveau de connaissance, d'ingénierie et de maturité sur le sujet de l'empreinte carbone qui est très élevé. Je le vois comme quelque chose qui peut être un avantage compétitif très très fort dans la capacité à s'exporter justement et à exporter le savoir-faire, mais aussi
à marcher sur d'autres marchés précisément, avec une évolution de la demande. Ma question, c'est que moi j'ai un regard très start-up. Est-ce que d'un point de vue industriel, cette idée d'un savoir-faire français, d'une marque un peu française, on a la French Tech, une marque française, c'est-à-dire une industrie française bas carbone, identifiée, reconnue comme telle dans le monde, est-ce que c'est quelque chose qui est complètement utopique ou est-ce que c'est quelque chose qui repose sur un peu de réalité? Alors je pense que c'est pas du tout utopique et au-delà des solutions, comme on a un mix énergétique qui est plus décarboné que d'autres, on a déjà normalement un avantage compétitif de ce point de vue-là. Après, il y a plusieurs choses. On a des startups incroyables en France. D'ailleurs, on était censé devenir la Startup Nation, mais je crois qu'on a raté quelque chose, en tout cas dans le domaine du hard. C'est que pour les startups industrielles, il est encore aujourd'hui trop difficile de trouver un accès au financement et de pouvoir être accompagnés dans les différentes étapes de leur croissance. Alors ça change là depuis quelques mois, il y a des choses qui ont été mises en œuvre par BPI, il va falloir voir ce que ça donne, mais il faut se dire qu'investir dans l'industrie, investir dans tout ce qui va toucher au procédé industriel a un coût et un risque qui n'est pas du tout le même que quand vous investissez dans du soft. Et donc c'est aussi lié à la question de la culture industrielle. Il y a à la fois comment est-ce qu'on rapproche les startups industrielles des entreprises existantes pour des transmissions de savoir-faire et puis aider aussi à rafraîchir parfois l'image de certaines entreprises, en tout cas à modifier leur procédé industriel. Et il y a comment on pousse, on trouve des investisseurs à la fois dans les fonds d'investissement, à la fois du côté des pouvoirs publics qui n'ont pas peur de prendre le risque d'investir dans ces technologies. Et la dernière chose, c'est qu'il y a, je crois que maintenant on a créé le coq vert à la French Tech. Ils m'ont dit ça l'autre jour. Je crois qu'il y a le coq bleu, il y a le coq rouge, et il doit y avoir le coq vert. Mais c'est comment est-ce qu'on fait rayonner ces savoir-faire à l'étranger, comment on les fait grandir sans se les faire racheter par la Chine ou les États-Unis, parce qui pourvoient pas mal de nos startups ces dernières années. Oui, moi j'ai François. D'abord Jean-Marc alors. D'accord. Non, moi j'ai une question. Il y a 15 ans environ, je crois que c'était Raffarin, on a mis en place en France les pôles de compétitivité. Il devait y en avoir 15, mais évidemment avec les barons de province, il y en a eu 70. Mais c'est quand même censé être vertueux avec l'éducation, les grands groupes, des ETI, des PME, des startups, etc. Et qu'est-ce que vous pensez de cette réalité? Mais est-ce qu'elle a atteint ses résultats? A priori non. Et quel est votre avis sur les pôles de compète? C'est pas le sujet que je connais le mieux, mais on a une maladie en France. Au départ, on devait avoir quelques filières industrielles, et puis on se retrouve avec 20 ou 21. Moi, je milite pour que la prochaine, ça soit la 22e, ou la 21e, ça soit la filière du comté, pour monter un peu l'absurdité d'avoir trop de filières avec des acteurs qui ne savent pas communiquer ensemble. En fait, le sujet, c'est qu'on adore mettre des métastructures administratives avec des gens qui vont travailler dedans, qui vont essayer d'œuvrer à des rapprochements, mais on n'arrive pas fondamentalement à désiloter l'action. Et le problème des pôles de compétitivité, il y a quelqu'un qui m'expliquait un jour, en fait, ça a surtout servi, c'était un délire d'aménageur, et ça a surtout servi à créer des ronds-points. Je ne sais pas si cette vision est vraie, mais elle n'est peut-être pas totalement fausse non plus. Et il y en a trop, et ceux qui fonctionnent, c'est ceux qui existaient avant. C'est la Cosmetic Valley à Orléans qui a préexisté, et dans beaucoup de ces inventions administratives, c'est des choses qui fonctionnent, sont des choses qui préexistent, avec des acteurs qui coopéraient déjà ensemble, des gens qui avaient envie de faire bouger leur territoire, et on vient juste plugger un truc. On avait fait la même expérience en Italie. La force de ce qu'on appelle l'industrie italienne, c'est les districts industriels italiens. Et on s'est dit, oh, c'est génial, ça marche vachement bien, on va créer les systèmes productifs locaux. Dans les années 90, ça n'a jamais fonctionné, parce que on veut calquer des modèles étrangers, alors qu'on est sur des développements industriels qui ont 200 ou 300 ans, et que nous, on ne sait pas repartir en fait de notre base. On part toujours avec cette vision centralisée, donc on ne sait pas refaire partir de la base le tissu industriel, et puis on pense que l'administration peut créer l'envie d'entreprendre. Je pense qu'il y a une petite erreur d'appréciation là-dedans aussi. Bonjour, Édouard Dumas, je suis dans l'industrie textile. C'est éloquent, bravo. Vous l'avez dit, le capital, c'est une chose très importante dans l'industrie. En plus, il faut être visionnaire, il faut investir juste et bien assez rapidement dans l'outil. Mais il y a un autre capital qui est le capital humain. Et comment on fait pour rendre l'industrie sexy? C'est la question à $2000.
Comment on fait pour rendre l'industrie sexy? Alors déjà, l'industrie, elle a un petit peu un double déficit, c'est que c'est un secteur qui n'attire pas et souvent dans des territoires qui eux-mêmes souffrent d'un déficit d'attractivité. Il y a la déconstruction d'un certain nombre de représentations qu'on a sur l'industrie, parce que beaucoup de gens, en tout cas par exemple dans le monde académique, l'industrie, parfois on a l'impression que quand on travaille dans l'industrie, moi je ne travaille pas exactement dans l'industrie, mais j'accompagne des clients industriels, donc je suis un peu du coup assimilée au maître de forge. C'est aussi les emblèmes de relégation sociale, et on a pendant très longtemps montré aussi des histoires d'industries qui fermaient, qui quittaient le territoire, et on a oublié de parler de tout ce qui était positif. Et donc il y a, je pense, plusieurs choses. Un, réouvrir les usines. Combien de gens habitent à côté d'une usine et ne savent même pas ce qu'elle fait? Alors c'est pas tous les jours que l'usine doit être ouverte, mais c'est penser des schémas de portes ouvertes. Deux, c'est aller mener aussi la bataille de la communication. C'est-à-dire que ceux qui produisent, et que ça soit les dirigeants, mais pas que, c'est aussi les salariés sur les unités de production qui sont les meilleurs ambassadeurs de ce qu'ils font. Et la troisième chose, eh bien, c'est que tous les gens qui connaissent l'industrie, et encore une fois, sans en nier les réalités difficiles dans certaines filières ou certaines usines, que ces gens fassent passer le message de ce que c'est. Il y a encore des gens qui sont, notamment des enseignants, qui sont allés visiter des usines il n'y a pas très, très longtemps, qui s'étonnaient de voir le niveau de modernité, de propreté des usines. Et pourtant, ce sont eux qui enseignent et qui peuvent créer des vocations. Donc, ces différents leviers. Montrer aussi que l'industrie ne paye pas plus mal qu'ailleurs, que travailler dans l'industrie, c'est pas plus déshonorant et difficile que d'être livreur Deliveroo ou vendeur vendeur chez McDo ou vous voulez. Je devrais pas faire du name dropping comme ça, c'est mal. Et ça va prendre nécessairement du temps. Mais on voit aussi des évolutions, on voit des médias grand public qui font des reportages pour dire l'industrie, regardez, on fait aussi plein de choses, sympa. Et puis c'est aussi à chacun de s'assurer qu'il est irréprochable pour pas que l'erreur de l'un entache tous les efforts des autres. Jean-Marc, après Hugues, s'il vous plaît, devant. Merci Anaïs, quel moment de fraîcheur. Je voulais mettre en avant un point qui complète ce que tu as dit sur la partie éducation. Parce qu'en fait, pour arriver à changer les esprits, on a eu Pierre-Emmanuel Schmitt-Matin qui a dit, finalement, c'est quand on est trop formaté, on va le dire comme ça, on sort avec un background en France, avec des diplômes, des élites, etc., qui eux sont dans une espèce de cadre. Et du coup, paradoxalement, c'est presque des autodidactes qui pourraient leur permettre d'avoir une autre vision des choses et d'avancer. Est-ce que ce n'est pas dès l'école, dès le plus jeune âge, qu'on pourrait essayer de changer, de mettre presque une vulgarisation de l'industrie, de comment un enfant qui a un cahier, comment ce cahier a été fait fabriquer, par exemple, chez Hamelin à Caen, qui est une vieille entreprise familiale, comment le téléphone qu'ils ont à la maison, comment le canapé sur lequel ils s'assoient, le bureau sur lequel ils écrivent, etc. Est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans dans une espèce de mécanique comme ça, où l'éducation nationale prend ses responsabilités aussi, pour que finalement le mécanique et le naturel reviennent au galop. Voilà, merci. Ah oui, excuse-moi, dernier point, le coq vert, il s'appelle le patron militant. Parce qu'on fait partie de ça, et c'est ça le truc du coq vert, c'est plutôt de dire qu'on porte le développement durable à la boutonnière. Très bien, je saurais. Oui, il y a forcément, alors il y a un effort de formation, mais il y a deux choses. Il y a comment est-ce qu'on fait, finalement on donne une culture industrielle dès le plus jeune âge, c'est-à-dire qu'on ait la connaissance, et bien finalement de comment on a produit la petite table devant moi, et quelles sont les matières qui ont été nécessaires, les différentes étapes là où ça a été fait. Et puis après il y a l'autre chose, il y a un truc qui m'a toujours frappée, parce que je suis un peu une personne déjà bizarre, même si j'ai un bac plus 8, je suis arrivée dans le conseil, je n'avais fait ni école d'ingénieur, alors j'osais m'intéresser à l'industrie, et en plus j'ai pas fait de formation financière. Donc une géographe dans le conseil aux entreprises sur du lean management, je regardais, les gens se disent mais il y a un truc qui va pas dans l'équation. Et un truc qui m'a frappée, c'est que les gens qui ont, je sais pas, j'ose pas dire d'âge, parce que ça va faire un peu, et qui disent bon moi je m'appelle Martin, j'ai 45 ans, j'ai fait HEC ou Polytechnique.
ok. Et ça, 45 ans, ça reste jeune. Il y a des gens qui le font encore à 70 ans. Je dis, mais c'était il y a 50 ans. Tu as fait d'autres choses dans ta vie. Ton école ne peut pas te définir qui tu es, ce que tu as fait, comment tu penses, comment tu réagis, comment tu aimes les choses, comment... Voilà. Et... C'est marrant parce qu'il y a... son nom, j'ai oublié. Non, ce matin là, qui avait dit... Charles Pépin, il a sorti le même truc ce matin là. Il dit ouais, j'ai croisé un mec, il m'a dit ouais, HEC 91. Ok, bah les couilles. Pardon, ouais, je t'avais coupé. Ouais, quand quelqu'un me dit ça, moi je lui dis écoutez, Anaïs, 91, année de ma naissance. Voilà. Alors, la dernière question, parce qu'il reste 5 secondes, mais c'est comme au rugby, c'est au moment où le ballon sort qu'on commence à. Voilà, rouge. Dernière question, c'est bon, elle a été lancée. Notre Raïs à nous de l'industrie, notre doyen, qui lui, pour le coup, il était là en 1945 peut-être, qui a réussi. Non, je rigole, reviens, non. Hugues Souparis, l'homme qui avait vendu les hologrammes aux États-Unis pour leur passeport, il avait fait la souveraineté française à l'envers. Hugues, tu as l'honneur de la dernière question. Alors, Hugues Souparis, Centrale 78. Je suis vieux. Oui, non, juste partager peut-être pas toute l'expérience d'industriel, mais l'expérience de gamin. Mes parents étaient petits commerçants et ils avaient un petit commerce en province. C'était un grand bazar. C'était des commerces à l'époque où on trouvait à peu près de tout. Et quand j'avais donc entre 15 et 20 ans, même avant, je servais dans le magasin. Et 100% des produits que je vendais étaient achetés en France par mes parents. Et donc on avait un magasin où il y avait des hameçons, où il y avait des sacs, il y avait des parfums, il y avait des vêtements pour les enfants, il y avait des jouets. Et c'était tout fait en France. Et c'était encore au début des années 80. Donc en fait, ce que vous décrivez, ça s'est passé entre les années 80 et maintenant. Donc ça a été d'une violence et d'une rapidité extraordinaire. Donc ça, c'est juste une petite illustration. En revanche, je pense que quand on analyse... Alors moi, j'ai effectivement une grosse expérience industrielle, d'une industrie techno. Donc j'avais des laboratoires, j'avais l'industrie entièrement, j'avais tout, quoi, du labo, le design, la fabrication. Et il y a un élément qui est extrêmement important qui me semble ne pas être pris en compte dans les analyses telles que celles que vous faites, c'est la connexion entre l'industrie et la créativité. Quand quelqu'un a inventé la roue, il ne s'est pas mis comme ça dans un bureau, il s'est dit tiens, si je fais un truc rond, ça va rouler. Il a commencé à pousser des trucs et il s'est aperçu que ça roulait. Et moi, j'ai déposé à peu près 150 brevets avec mes équipes. Je pense que sur les 150, il y en a au moins les 3/4 qui sont issus de l'expérience et du process qu'on mettait en œuvre dans l'industrie. Et donc, penser qu'on peut découpler l'ingénierie et l'industrie, je pense que ça a été une erreur majeure qu'on est en train de payer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand on envoie nos dessins, on les envoie de plus en plus en ébauche, et ces dessins sont réalisés, en fait, sont industrialisés par les pays tiers, et donc ils acquièrent tout le savoir-faire, et nous, on n'en a plus. Je ne l'ai pas dit, alors je m'en excuse, mais je suis entièrement d'accord avec vous. C'est-à-dire que je pense que quand on a dit on va en fait se concentrer sur l'amont et l'aval, on a complètement ce lien entre lieu d'innovation, on va dire de manière simple, et lieu de production, en se disant que ceux qui innovaient finalement n'avaient pas besoin de produire et que ceux qui produisaient n'auraient jamais l'idée d'innover. Et en fait aujourd'hui, nous on ne sait plus innover et on ne sait plus trop produire, et les autres savent innover et créer le monde de demain et produire également en maîtrisant totalement les chaînes de valeur quand on regarde un pays. Alors, on est à 3 minutes de retard, mais vu que c'était passionnant et pas une question et que j'ai une question, on n'a qu'à dire que j'ai le droit de la poser. Aujourd'hui, on se rend compte que quand tu vas en Afrique de l'Ouest, quand tu vas dans certains pays du sous-continent indien, parfois tu es un peu dans la poubelle de l'Europe. Le nombre de voitures, de merde, etc. qu'on envoie là-bas est absolument ahurissant, ce que tu disais tout à l'heure. Il va donc falloir d'une manière ou d'une autre repolluer chez nous pour dépolluer ailleurs, parce que coût de transport, parce que on crame du pétrole à envoyer nos merdes se faire recycler ou pas d'ailleurs dans des conditions ouais.
et à la fin ça finit dans la mer, au port de Conakry ou de Jaipur ou je sais pas quoi. Comment on va faire entendre aux idéologues un peu Hugo Clément et compagnie qu'il va falloir peut-être rouvrir des mines à un intérêt écologique global, qu'il va parfois falloir recréer des unités de fabrication qui vont un peu polluer chez nous parce que le système tel qu'il est fait aujourd'hui est absolument déplorable et que la poubelle qu'on émet actuellement chez les autres peut être réglée en chez nous. Alors, j'ai pas forcément la réponse, mais je crois que si on est vraiment un humaniste, on se dit que... Alors, vous allez me dire, la nana, elle est complètement dysfonctionnelle, parce qu'elle nous parle de tout remettre en France, et en même temps, elle dit qu'il faut avoir une conscience mondiale. Un peu bizarre, peut-être. Mais non, je pense que si on a une vraie conscience humaniste, on pense et au développement durable en France, mais on le pense aussi à l'échelle mondiale. On ne peut pas lucidement se dire que ce qu'on émet au loin n'a pas de conséquences sur nos vies quotidiennes. Et donc, en fait, il faut reconnecter un peu les choses, il faut les re-rendre visibles, et puis il faut que en fait, ça repasse aussi par cette fameuse culture industrielle, c'est-à-dire que les gens aient la connaissance de ce qui se passe, consommation, de se dire que la majorité des trucs sont enfouis, brûlés ou expédiés à l'autre bout du monde. Donc il y a une vraie question sur, eh bien, on peut se poser la question, parce que les gens comme Hugo Clément se posent peut-être la question du rapport de l'homme à la nature, et je pense que cette question, on doit l'intégrer dans la réindustrialisation. Et puis c'est aussi le rapport de l'humanité et comment, parce qu'il y a des gens qui disent on ne va pas s'embêter avec la question environnementale, c'est pas la peine, on n'est que 1% des émissions. Mais en fait, on est bien plus des émissions par l'entretien de ces schémas. Et donc il faut déconstruire tout ça. Merci beaucoup Anaïs Voigilis.